Bonjour, je m'appelle Pierre Ciotat, je suis professeur des écoles en classe de cycle 3, j'ai donc des CE2, CM1, CM2. Je suis aussi formateur à l'ISFEC et je vous parle de chez moi où j'enregistre cette vidéo à propos d'un module d'apprentissage sur les cartes mentales en classe, surtout en finalisation de séquences d'apprentissage. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter, voilà le plan de la vidéo. Donc je vais d'abord vous dire c'est quoi le, les cartes mentales, qu'est-ce que c'est exactement, avec des exemples, ça marchera bien aussi. Ensuite, l'origine de la carte mentale en quelques mots. Et donc, à l'école, quelles pourraient être les utilisations dans un milieu pédagogique, mais bon, centré sur l'école, les utilisations de cette carte mentale. Ensuite, je vous présenterai ma façon de faire sur l'utilisation des cartes mentales, donc comment moi je fais, comment vous pourriez faire. Très bien, donc on commence. Alors, les cartes mentales, c'est quoi? D'abord, c'est une image, un dessin, c'est quelque chose de visuel avec des mots. C'est une aide pour réfléchir. Donc ça, on va le voir par les exemples. C'est quelque chose qui nous aide à construire de la pensée. Et c'est aussi un support de mémorisation. Donc le mieux, c'est que je vous le montre par des exemples. Donc, alors des exemples. Je vais vous montrer plusieurs exemples de cartes mentales. Donc, alors, oui, ça vient du monde anglo-saxon, donc il y en a beaucoup qui sont en anglais, mais là, voilà, cuisiner une crêpe. Donc voilà ce que ça peut représenter une carte mentale. C'est pas quelque chose de très sérieux. Enfin, c'est pas, en tout cas, c'est très sérieux, mais ça n'est pas obligé de ressembler à quelque chose d'universitaire. Donc là, voilà une recette de comment faire une crêpe, un pancake. Donc vous voyez que ici c'est numéroté. Vous avez ce qu'il faut prendre, donc du sel avec les proportions et de la farine. Le mettre pour mélanger. Ajouter un œuf et on continue comme ça, on bat, ensuite on va chercher la casserole, la poêle, j'imagine qu'on met du beurre, ouais, voilà, de l'huile d'olive. Et ensuite on continue et on arrive à la fin et on la roule et on la mange. Donc voilà, ça c'est une carte mentale. Donc il y a ici, elle donne des indications. En plus, elle est dans un processus chronologique. Mais on voit que c'est donc pas un processus linéaire. Elle est présentée d'un coup en format paysage. Voilà une autre sur la classe, donc qui présente le conditionnel, donc le mode conditionnel. Donc on voit les branches ici, il y a conseil, probabilité, imaginaire, hypothèse, politesse, sentiment, désir. Donc voilà une carte qui reprend toutes les conditions d'utilisation du conditionnel en français, et qui a des branches principales, et qui à la fin de ces branches donne un exemple. Celle-là, elle est dessinée. Donc voilà, le conditionnel de politesse. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais parler à Monsieur Rémy? On peut même aller un peu plus loin. Dans l'expression des sentiments, on peut aller d'un reproche, avec un exemple, tu aurais dû prévenir, ou un regret, j'aurais voulu. Donc ici, on a en un document coloré, avec des dessins, on a la présentation, c'est une trace écrite, on peut dire, une leçon sur le conditionnel. Et tout y est. Que tout y soit d'ailleurs, c'est pas si important que ça, mais en tout cas, là, on a un document quand même très complet sur le conditionnel. Voilà une autre carte mentale, avec moins de mots, donc l'heure, tout bêtement. Les heures pile. Donc ils se servent vraiment de l'aspect coloré et des images pour en fait sortir toujours d'un concept principal. On a toujours quelque chose au centre. Ici, c'est les heures pile. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et on a, au bout des branches, la représentation graphique, à quoi ça ressemble. Une autre, faite par un collègue, alors là, c'est une carte mentale qui l'aide à... Qu'est-ce que c'est que la géométrie au cycle 3? Alors là, je vous en ai présenté qu'une petite partie de cette carte est immense. Donc elle a toutes les compétences de la géométrie qui sont dans les programmes. Donc il y a 5 branches principales. Et chaque compétence, reconnaître, décrire des figures planes, elles sont déclinées. Reconnaître, décrire des figures planes, c'est distinguer des solides. Les figures planes, ce sont des carrés, des rectangles et des triangles. Les solides, c'est les cubes, les pavés droits. Voilà, ça reprend les programmes du cycle 3 sur la géométrie.
Et là, on a la deuxième compétence, connaître et vérifier. Donc là, on a une carte. Alors, elle était trop grande, on n'aurait pas bien vu ce qu'il y avait dedans, donc j'en ai pris qu'un extrait. Mais la carte qui reprend sur un document synthétique l'ensemble des compétences du programme en géométrie. Ici, une carte mentale qui est une fiche de lecture sur le chapitre 9 de l'Enfant Océan. Donc on répète, on reprend, parce que dans l'Enfant Océan, se souvenir de tout le monde, c'est pas facile. Donc voilà les 7 frères, le père et la mère, donc la famille de Trelon, on la rappelle. Et là, dans le chapitre 9, au lieu de raconter l'histoire, là, c'est une fiche de vocabulaire. Voilà, il y a ce vocabulaire-là, difficile, a été rencontré dans ce chapitre. Et on peut ajouter comme ça, chapitre par chapitre, le vocabulaire d'une lecture de l'Enfant Océan. Donc un bleu de travail en ajoutant des images. Voilà, un cabas, pas facile à expliquer. Quand on a l'image, évidemment, on s'en souviendra. Un périscope. Alors là, ça donne aussi un aspect important de la carte mentale, on y reviendra, une propriété, c'est que la carte mentale, elle sert principalement à celui qui l'a faite. Donc là, peut-être que vous auriez retenu d'autres mots, mais dans la classe, on a retenu ces mots-là ont été relevés comme difficiles, ou on en a parlé, on les a expliqués, et donc on les garde pour nous. C'est donc la trace écrite vraiment de cette séquence de lecture du chapitre 9 de l'Enfant Océan. Alors là, les derniers géants, pour ceux qui l'ont lu, le vocabulaire, c'est vraiment un des thèmes de ce livre, qui est magnifique d'ailleurs, de Place. Et alors là, on a un relevé de tous les mots difficiles qui ont été retenus dans la classe. Alors il y en avait tellement certains on en a éliminé, et en plus on a dû les trier, les organiser. Donc on a trouvé 4 thématiques, donc sur l'humain, la nature, les bateaux, les voyages. Et on a là, voilà, les voyages, il y avait Calcutta, l'Inde, Resplendir, bon, on l'a mis là, une effluve, Cyclopéen, Nauséabond, la topographie, Birmanie, éclaté, voilà, sur les bateaux. Alors on a la proue, le dock, un sextant, une embarcation, un vaisseau. Donc là, on a plein de synonymes de bateau, mais un batelier. Donc on a regroupé par, on va dire, arc sémantique, je ne sais pas si c'est bien approprié, mais en tout cas, autour d'un mot étiquette, le vocabulaire qu'on a relevé difficile du dernier géant. Voilà, et ça, les élèves l'ont, et pour eux, ça veut dire quelque chose. Alors là, j'ai pas ajouté toutes les petites photos, toutes les petites images, mais ça aurait pu se faire. Voilà pour une leçon sur la monarchie absolue et Louis XIV. Donc voilà, je vous laisse lire. Hein. On a parlé de donc Louis XIV, lui, ses dates et puis son règne personnel. Une monarchie puissante, alors où c'était? Alors le château de Versailles, la cour des Artistes. Voilà, on a parlé du château de Versailles avec une photo du jardin. Et on parle un peu de l'arrivée de l'absolutisme avec les grands rois qui ont rendu le royaume de plus en plus puissant. Et donc le roi aussi de plus en plus puissant. Voilà, donc ça c'est une trace écrite sur uniquement la monarchie absolue. Alors ça ne se veut pas un document universitaire, c'est peut-être pas la trace écrite la plus complète, et c'est même sûrement pas, parce qu'elle se veut synthétique de ce qui a été fait, c'est vraiment une trace écrite de ce qui a été fait dans la classe. Alors là, pour montrer, c'est un peu, là je frime un petit peu, sur un logiciel qui permet en plus de faire des cartes mentales en 3D avec un effet 3D. Donc ça, c'est une fiche de lecture à moi, hein, sur la sanction en éducation, un livre que j'ai lu et qui, voilà, ça me permet de prendre des notes. Et quand je veux le relire, je peux même mettre là, j'ai les principes, c'est page 100 si je veux y retourner. Voilà, c'est les notes voilà, que moi j'ai retenues, avec même les maîtres camarades de Hambourg. Ça, c'est quelque chose que il faudrait que je cherche sur Internet, parce que ça m'avait interpellé dans le livre et je voudrais peut-être faire des recherches. Voilà, donc une fiche de lecture. Donc voilà des exemples de cartes mentales. Donc on a vu ce que c'était, une image pour réfléchir et pour mémoriser. Et donc là, vous avez vu des exemples. Alors maintenant, l'origine. Alors en fait, dans l'histoire, il y a toujours eu des cartes mentales. Donc ça, ce sont des cartes mentales. Dans le document de référence que je vous envoie, que vous trouverez avec cette vidéo, vous aurez les références de ces images. Hein. Donc c'est des images utilisées au Moyen-Âge. Non, oui, celle-là est au Moyen-Âge, celle-là est même du temps des Grecs, au IIIe siècle. Donc c'est une façon de présenter de la connaissance comme un support. Alors, on a aussi, j'ai aussi une photo qui est les carnets de Léonard de Vinci.
on se rend compte qu'il remplit ses carnets d'une manière assez proche de ce qu'on pourrait appeler maintenant carte mentale, avec des dessins, des textes un peu dans tous les sens. Ça lui permettait, lui, de déposer ses surgissements, les idées créatrices qu'il avait. Alors, l'origine moderne, c'est pas Léonard de Vinci, c'est un homme qui s'appelle Tony Buzan, un psychologue anglais, qui dans les années 70 a travaillé beaucoup sur la mémoire. Fin des années 90, je crois que là, ça c'est sorti, fin des années 90 en français, Une tête bien faite, il a écrit beaucoup de livres, hein, cet homme. Voilà, donc celui-là a fait pas mal de bruit en France. Il a été, bien sûr, l'origine, c'est plutôt le monde de l'efficacité, de la mémoire, de l'organisation, des brainstorming. Donc tout ça, c'était surtout utilisé pour le développement personnel et la vie dans les entreprises. Mais vite, bien vite, c'est rentré dans le monde de la pédagogie et le monde de l'éducation. Donc Tony Buzan a écrit plusieurs livres, j'en mets pas mal en biographie. Il y en a même un qui est Mind Maps for Kids. Bon, alors on les trouve pas tous en français, donc ça c'est évident. Vous allez voir beaucoup d'anglais là-dedans, mais ça vient du monde anglo-saxon. Donc il a même fait un petit livre qui explique comment former les enfants aux cartes mentales. Voilà. Donc voilà pour les origines. Alors maintenant, voilà justement, les cartes mentales à l'école. Alors à l'école, pourquoi on les utilise? Pourquoi on les utilise? Pourquoi moi en tout cas je les utilise? D'abord parce que c'est stimulant, parce que c'est des couleurs, des images et des mots. C'est synthétique, c'est sur une feuille, même si là vous voyez par exemple des cartes mentales qui s'imbriquent les unes dans les autres pour cette présentation. En général c'est une feuille à l'école. C'est différencié, mais en ayant une éclipse, c'est différencié dans le sens où c'est un autre support de mémorisation et de construction de la pensée. On pourrait même dire après qu'on peut différencier aussi par niveau, c'est-à-dire qu'on peut avoir très bien un niveau 1 avec les branches principales, un niveau 2 avec les branches de second niveau, avec plus de mots, plus d'informations. Et ce qui me plaît aussi, c'est qu'elles sont temporaires, dans le sens où elles sont construites avec le groupe classe de cette année, et on les refera tous les ans. Et ça, c'est quelque chose qui est récurrent dans l'éducation, sur les affichages, sur pourquoi on construit. Il est évident qu'une carte mentale, vous verrez quand vous l'utiliserez, qu'elle est temporaire, c'est jamais complet. Et d'ailleurs, si c'était complet, elle serait inutilisable en fait. Ou alors elle serait utilisable que par des adultes qui maîtrisent complètement le concept. Mais c'est un outil de construction autour d'un concept central et de mémorisation, là où la leçon nous a emmenés, là où la séquence nous a emmenés, et on termine là où on en est. Alors on peut rajouter, bien sûr, on fait attention dans sa séquence à ce qu'il n'y ait pas de gros loupés et mais dans la carte mentale sur le dernier géant, il est évident que j'ai pas mis tout le vocabulaire difficile, même si déjà il y en a beaucoup. C'est le vocabulaire qui a été relevé par les élèves qui les a fait buter. Alors, cet outil, c'est un outil aussi qui est constructiviste. Donc, j'aime bien ça. J'entends, j'oublie. Je vois, je me souviens. Donc là, avec la carte mentale, on voit, c'est plus impactant. Et je fais, je comprends. On va voir comment, dans ce que je vous propose de l'utilisation de la carte mentale dans une leçon, en fin de leçon, les enfants sont partie prenante de la construction de cette carte. Donc je fais, je comprends. Donc ça, c'est Confucius, hein, donc c'est pas nouveau non plus. Alors, à l'école, donc ça, j'ai dans la classe. La carte mentale, c'est aussi un outil de travail en équipe. Alors, j'ai essayé de lister à l'école tout ce que la carte mentale pourrait couvrir. Dans quels endroits elle pourrait entrer. Pas seulement dans la classe comme finalisation de leçon. En fait, ça pourrait rentrer pour les élèves, on va le voir, mais entre enseignants ou pour l'enseignant, dans l'école, dans l'équipe école, et pour la construction de tout projet, en fait. Donc, on va commencer par les enseignants. Les enseignants, c'est pour leur prise de notes. Moi, je prends des notes de lecture. Ça pourrait être pour une conduite de leçon. La carte mentale, elle permet aussi de faire ce qu'on appelle un planning, donc de lister, de mettre les branches par ordre chronologique, 1, 2, 3, 4, 5. C'est aussi pour explorer des concepts, seul ou à plusieurs. Donc, par exemple, la géométrie dans les programmes de cycle 3, mais aussi la sanction.
Ça permet d'exploser le concept central de manière non hiérarchique au début, de mettre des mots, des branches, faire partir des branches. Après, on les regroupe. Et ça permet vraiment de construire le concept et à la fin de voir son travail. Et donc en formation, puisque on peut prendre des notes de formation, on peut garder ses cartes mentales. Je me souviens souvent dans formation d'avoir pris des notes, et il y en a plein que j'ai jamais relues. Alors c'est pas si important que ça, mais là ça me permet, même quelques mois après, de retourner sur ma carte mentale et en un coup d'œil, de revoir les mots-clés, les concepts et tout ce qui me reste me revient d'un coup. C'est quand même un outil de mémorisation, de rappel qui est, je pense, plus efficace que les notes que j'ai prises pendant des années de manière chronologique, même tapée, où on ne peut pas relire, où on n'a pas le temps et concrètement, moi je ne le fais pas. Donc voilà pour les enseignants. Donc pour les élèves, c'est aussi un élément de prise de notes, d'exploration et on va le voir de traces écrites, donc d'exploration aussi de concepts. Pour une école, ben, ça peut être des notes de réunion, pour des projets, on peut faire des trombinoscopes, on peut faire des affichages sous forme de carte mentale. Et aussi pour tout projet, en fait, il peut être dans l'élaboration, l'enrichissement. La carte mentale permet assez facilement de rajouter des branches, dans du planning, hein, donc pour prévoir les choses les unes derrière les autres, et dans un suivi de projet. Donc voilà pour les cartes mentales à l'école. Donc voilà, nous avons vu tous les différents aspects de cette carte mentale, et donc jusqu'à l'utilisation à l'école et en classe. Donc maintenant, je vais vous expliquer sur ce module sur comment faire en classe à la fin d'une leçon ou d'une séance ou d'une séquence. Donc comment moi je fais, là où j'en suis arrivé. Donc on va commencer. Donc finaliser une séquence. Donc tout d'abord vous faites votre séquence, votre séance, votre leçon, vous avez lu un album, un livre, vous avez fait une séance décontextualisée en conjugaison. Bon, vous avez terminé. À la fin de cette séance, vous écrivez des mots-clés, ce que vous aimeriez que les enfants retiennent ou ce que les enfants ont retenu. Vous pouvez le faire moi je le fais de deux façons. Des fois, en fin de séance, on écrit juste ces mots-clés, on les met sur un paperboard, qu'on reprendra la leçon suivante. C'est ce qui va nous rester. Et on repart sur ces mots-clés pour d'ailleurs faire le lien avec la séance précédente. Mais aussi en fin de séance ou à la séance d'après qui est juste enfin en tout cas celle où on va écrire la trace écrite, on peut demander aussi en devoir. Donc pour lundi, vous écrirez 3 mots niveau 1, 5 mots ou 10 mots qui sont liés avec la monarchie absolue. Donc ça les oblige à revoir ou dans leur tête ou ce qu'ils ont écrit pour en tirer quelques mots-clés. Vous pouvez aussi ne pas passer par la case devoir et les faire écrire donc en fin de la séance, un temps de travail sur table en silence sur leur cahier de brouillon et qu'ils écrivent pareil 3, 5, 10 mots qui sont en lien avec ce qu'on est en train de travailler. Une fois qu'il y a ce réservoir de mots, moi je les fais venir au tableau, les uns derrière les autres, alors chacun son organisation, et ils écrivent les mots de manière spatiale, les uns derrière les autres, un mot par un mot, et puis on voit un espèce de foisonnement de mots se mettre en place sur le tableau, on le voit physiquement. D'abord, ça leur permet de les écrire ceux dont ils se rappellent, de voir les autres écrire des mots. Là, il se passe des choses, mais non, mais ça n'a rien à voir, ou ça on l'a déjà mis, ou ça c'est plutôt avec ça, voilà. Donc on commence un tri. Alors ce tri, moi je vais au tableau à la fin quand ils ont fini, je peux en rajouter moi aussi, hein. Et puis donc on élimine les doublons, on reformule, certains mots ressemblent à d'autres, voilà. Et on peut aussi voir qu'il y a des mots qui n'ont rien à voir avec la leçon, ça permet d'en parler, les éliminer pour celui qui l'a fait, peut-être pour les autres, mais non, l'empereur romain, ça n'a rien à voir avec la monarchie absolue. Donc là, c'est pas à cet endroit-là. Une fois qu'ils sont triés, ça nous permet, en fait, c'est une organisation. Alors cette organisation, elle peut se faire là en collectif, en suivi, ou quand il y a beaucoup de mots, comme par exemple à la fin des mots difficiles des derniers géants, et on a fait par groupe. J'ai pris tous ces mots, j'ai fait des photocopies, et ils ont découpé les mots et ils les ont triés. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à un classement en quatre branches principales. Il y a eu plusieurs tris de proposés, on a retenu celui-là. Donc on peut le faire donc par groupe, ça permet de faire mais c'est consommateur de temps, on fait encore une séance là-dessus.
ou en collectif, donc ensuite de tableaux. Donc moi maintenant je le fais même au vidéoprojecteur, puisque on organise les mots avec le logiciel que j'utilise là, pour mettre ces mots et les organiser par branche. Permet de les faire glisser, de les faire changer de branche assez facilement. Une fois qu'ils sont triés, on leur demande de recopier leur trace écrite, donc la carte mentale de la séquence, la monarchie absolue. Et c'est ce qui va être dans le classeur d'histoire, ou c'est ce qui va être dans le cahier de lecture, ou c'est ce qui va être dans le cahier de leçons de conjugaison. Une fois qu'ils ont recopié, et ben alors là, vous faites la révision de la manière dont vous voulez, hein, en classe, à la maison, c'est la révision de leurs leçons. Et ensuite, je vous propose de passer à l'évaluation. Alors, pour ça, c'est quelque chose qui est en construction, mais je trouve que c'est vraiment une des choses qui m'a fait adopter et continuer dans cette voie, c'est la manière que la carte mentale permet d'évaluer. Alors, je vais prendre un exemple. C'est une carte mentale qu'on avait réalisée à la fin d'une séquence sur la ville. Bon. Donc, on avait fait plusieurs séances sur la ville, avec des exemples, des photos. Là, on utilise ce qu'on veut. On peut utiliser un manuel, on peut utiliser... bon, on fait sa séquence. Une fois qu'elle a été faite, les enfants ont donc mis des mots qu'on a organisés. Donc on est arrivé, nous, à 7 branches. Donc la ville, eh ben, ce sont des commerces, des services. La voiture est omniprésente, hein, donc dans la voiture, parking, boulevard, rond-point, parc. Là, on met des mots de vocabulaire qu'on peut laisser aussi comme ça. C'est des mots qui sont autour du concept, hein, citadin, habitant, pollution. Bâtiments, donc voilà, il y a des bâtiments spéciaux, hein, il y a des immeubles dans les villes, des monuments, il y en a moins dans les villages, et alors des exemples de villes. Et les transports, c'est encore une problématique. Alors vous voyez là par exemple ces deux branches, on aurait très bien pu à la limite l'appeler transport, en commun et voiture. Voilà, on l'a construite comme ça. Donc ça, c'est ce avec quoi les enfants sont repartis chez eux pour réviser. Et ensuite, j'ai fait une évaluation. Alors cette évaluation, elle est là. Donc, l'évaluation sur la ville. Alors, elle est en deux niveaux, hein, parce que j'ai des CE2, CM1, CM2. Et c'est une évaluation qui permet, en fait, pour moi, de donner la chance à ceux qui apprennent par cœur, à ceux qui n'apprennent pas par cœur, mais qui se souviennent, et aussi que l'évaluation puisse permettre de voir à quel point ils ont compris, dans le sens où ils sont capables de manipuler et les concepts et le vocabulaire nouveau pour produire quelque chose. Donc ça, je pense que c'est ce qu'on voudrait à chaque fois. Et là, ça m'a permis de régler ce problème, en fait, les cartes mentales. Puisque là, on voyait, première question, écrit 2 noms de grandes villes. Bon là, normalement, tout le monde peut le faire. Même avant la séquence sur la ville, tout le monde est capable d'écrire 2 noms de grandes villes. Donc là, c'est l'élève qui ses connaissances d'avant. Écrit 2 noms bâtiments qu'on trouve dans les villes, ça c'est aussi vrai, mais enfin ça permet plus bâtiment, enfin le fait d'avoir lu la leçon, ça permet de répondre à cette question. Écrit un exemple de service que l'on trouve dans une ville. Donc là, c'était une des branches, hein, si je le rappelle. Non, je ne peux pas le rappeler. Si je le rappelle, eh ben, il y avait dans les branches, il y avait les services, hein, hôpitaux, etc. Écrit les mots caractéristiques d'une ville. Alors les grandes branches de la carte. Donc là, c'est vraiment, il faut avoir retenu la leçon, dans le sens avoir appris la leçon. Et puis il y a une question de niveau 2. Alors moi dans ma classe, ils ne sont pas tous obligés de la faire. Si les CE2 réussissent déjà ça, c'est déjà pas mal. Et maintenant, explique pourquoi de plus en plus de monde habite dans les villes. Donc là, et je leur demande en consigne orale, eh ben, emploie le maximum de mots qu'il y avait dans la leçon. En fait, je leur donne qu'est-ce que je vais moi évaluer en fait. C'est qu'ils utilisent, c'est pas obligatoirement qu'ils produisent la chose la plus originale sur pourquoi le monde habite dans les villes, c'est qu'ils utilisent un maximum de mots qui étaient dans la leçon. Et là, je me suis rendu compte que ça leur permettait, au lieu d'avoir appris un paragraphe, même construit ensemble, que c'est difficile de se sortir du paragraphe. Et puis, comme en général, on veut faire ce paragraphe de manière assez courte, en fait, ces paragraphes, ils sont dans un français très compliqué. Il y a souvent des passifs, des présents de généralité. C'est des paragraphes qui ne correspondent absolument pas, en fait, à comment l'enfant le mettrait en mots, même si on essaye de faire cette trace écrite avec eux. Enfin, en tout cas, moi, j'y arrivais pas. Voilà. Et le fait que ce soit des mots-clés autour de la ville, ça leur permet de faire cette partie-là beaucoup plus facilement. J'ai beaucoup plus d'élèves qui arrivent à écrire un petit paragraphe et à répondre à un pourquoi, à une problématique autour de la leçon. Voilà.
Donc, voilà l'évaluation que je vous propose. Je vais vous demander dans le module de faire une carte mentale sur un sujet de la classe et d'essayer quand même d'essayer de construire une évaluation. Et là, peut-être d'avoir ces deux aspects. L'aspect par cœur, l'aspect, bon, ben, on a compris, donc l'aspect 1, par cœur. 2, l'aspect, on a quand même compris comment c'était organisé, hein, donc la hiérarchie, donc les grandes branches, donc les concepts centraux, ce qu'il faut retenir en tout cas. Et puis, troisièmement, d'avoir quelque chose qui est lié à la production d'un petit texte qui utilise les mots-clés. Alors ça marche honnêtement en histoire, géo et sciences, ça marche très très bien. Parce que voilà, en histoire, en quoi on parle de monarchie absolue et il doit ressortir des mots de la leçon. En sciences aussi, on peut vraiment, voilà, explique comment, pourquoi le bras se lève, donc les muscles et les tendons. Voilà, on peut vraiment aider les enfants à produire un texte où ils utilisent des mots de vocabulaire appris. Très bien. Alors, donc ici, voilà comment je finalise moi une séquence avec une carte mentale. Donc, les principes. Donc ça, ce sera repris dans le document. C'est toujours une idée au centre. On part de, voilà, qu'est-ce qu'on explore par cette carte mentale. Une feuille blanche en paysage. Donc il y a une vidéo qui vous montre pourquoi c'est important de le faire en paysage, si vous la trouvez dans le document de référence, et il explique pourquoi, en fait, l'esprit, puisque la carte mentale est faite pour être plus proche du fonctionnement de notre cerveau, et le cerveau, enfin nos yeux, voient plus large en paysage qu'en portrait. Ouais. Et donc, on a plus de place, c'est comme c'est aussi une spatialisation de la connaissance. C'est important que ce soit pris en paysage. Et une feuille blanche. On verra pourquoi. Enfin, vous verrez, c'est à vous d'expérimenter. Moi, je pense que c'est vraiment la feuille blanche, c'est très important. De la couleur. N'hésitez pas à prendre des crayons de couleur pour les branches. Là, vous voyez des cartes mentales qui sont quand même assez jolies et ça fait partie de l'attrait et du fait qu'on ait envie de travailler et de la stimulation. Des images. Alors ça, il y a certains, en particulier logiciels de cartes mentales, et qui sont plutôt des logiciels de conceptuels, d'ailleurs, qui n'utilisent plus. Ça a été un peu repris par les bibliothécaires et par qui font des arbres de hiérarchisation de la connaissance, sans dessin, ni croquis, ni collage. Même si ce sont des cousins, et qu'il y a effectivement des choses que l'on peut, qui sont proches de la carte mentale, vraiment, en lisant les livres et en l'appliquant à moi-même et en le faisant avec les enfants, il est important de prendre du temps pour faire des images, des croquis et mettre des couleurs. Ces images, si vous pensez que vous ne savez pas dessiner, ce qui n'est pas possible, mais bon, vous pouvez faire des collages. Sur l'internet, on peut prendre des images, c'est assez facile de le faire, c'est quand on le fait numériquement. Notre cerveau a 2 fonctionnements, qui sont centralisés dans 2 parties de son cerveau, mais ces 2 parties communiquent. Et en fait, on se rend compte que le cerveau fonctionne mieux lorsque ces 2 parties fonctionnent ensemble. À trop stimuler une partie du cerveau, on baisse l'efficacité globale de l'ensemble du cerveau. Et quand dans chaque travail où le cerveau est utilisé, il utilise au mieux l'ensemble du cerveau, on assiste vraiment à un rendement supérieur du cerveau. Donc quand on explore un concept par des mots, le fait de mettre des branches, des couleurs, des images a vraiment, vraiment un impact. Et je vous conseille de l'expérimenter. Que vous soyez d'ailleurs visuel ou plutôt cerveau droit, cerveau gauche, hein, puisque c'est de cela dont il s'agit. Branche courbe et fluide, pas obligatoirement, c'est pour ça que j'aime bien une feuille blanche, c'est pas obligatoirement quelque chose qui doit ressembler à un schéma de développement soviétique, même si on peut être sérieux, le sérieux n'oblige pas à ce que ce soit triste. Et on peut être très sérieux et que ce soit fluide et courbe, bah, ça aide parce que notre cerveau, il fonctionne plutôt comme ça, il a quand même une fluidité. Et c'est pas facile pour certains, et il faut qu'il y ait des mots, des expressions, pas de phrases, le moins de verbes possible, en tout cas conjugués, c'est sûr. Même si des fois en bout de branche, on peut faire une citation, mais en tout cas, ce sont des mots-clés ou des expressions au maximum. C'est tout pour cette partie. J'espère que cela vous aura été utile et n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous avez ip.ciota@laposte.net. Bon courage et bonne découverte sur cet outil qui est vraiment stimulant et créatif.